30 jours parce qu'il se trouve que je raconte des histoires qui sont absolument authentiques d'ailleurs. Les gens croient que j'invente. J'invente rien du tout. Ce sont des vraies histoires. Et je suis tombé 2 fois sur des jeunes femmes parfaitement sympathiques qui, toutes les deux, se sont trouvées dans une circonstance où elles devaient trouver un mari en 30 jours. C'était une contrainte. Et voilà, donc ça part comme ça. Mais donc le titre est venu de lui-même. Ce qui est bien, c'est que les libraires et les bibliothécaires le mettent dans la section vie quotidienne parce qu'ils pensent que c'est un manuel. C'est-à-dire c'est un manuel pour trouver un mari. Je lui dis, c'est pas un manuel, c'est un roman. Il y en a plein. C'est pas que ça, il n'y a pas que ces histoires-là, parce qu'il y a une dizaine ou une douzaine. Mais en fait, c'est un roman. Ce sont donc des amis qui se réunissent dans un café, le café de l'univers, que j'utilise souvent, qui est très souvent dans mes romans. Et ils se réunissent et ils décident chacun de raconter une histoire extraordinaire et d'en tirer une morale. Mais c'est ça le plus important, parce que ce n'est pas juste l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Bon, les 2 premières histoires, 30 jours pour trouver un mari, on peut tirer une morale sociologique sur le Maroc, les rapports entre les femmes et les hommes, la situation féminine, etc. au Maroc. Mais les autres histoires, on peut en tirer des leçons philosophiques, des leçons sur le Maroc. Enfin, c'est très sérieux. Mais j'espère qu'on passe un bon moment, parce que j'aime bien faire passer un bon moment au lecteur. Le plaisir de la lecture, le plaisir de lecture est pour moi extrêmement important. Mais il y a toujours un arrière-plan. Nous sommes un peuple qui adore raconter des histoires, d'accord ? Et les gens adorent. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de talents d'ailleurs ici pour raconter des histoires. Et il me semble, et ça c'est assez sérieux, que pour approcher la condition humaine, les faits divers sont plus importants qu'une thèse de philosophie ou d'anthropologie ou de sociologie. Le type qui arrive avec une thèse de 600 pages de sociologie et d'anthropologie sur les Marocains, je crois que personne n'aurait envie de lire et on comprendrait rien. Parce que ça commencerait avec des termes extrêmement compliqués, heuristiques, herméneutiques, machin, personne ne comprend rien. Mais on peut dire la même chose en racontant des histoires. Et donc c'est pour ça que je mets les gens dans le café de l'univers, ce sont des copains et chacun raconte une histoire à tour de rôle. Et c'est le seul endroit où c'est très démocratique un café, c'est-à-dire les gens s'assoient, ils prennent un café, ils prennent un thé, chacun a le droit de raconter une histoire, chacun a le droit de commenter l'histoire. Donc voilà pourquoi ça se passe très souvent dans un café, le café de l'univers. Maintenant que vous le dites, j'y ai jamais pensé, parce que Malika, c'est un livre que j'ai publié il y a 10-12 ans, et d'ailleurs c'était un recueil de nouvelles, et la première s'appelait Le jour où Malika ne s'est pas mariée. Oui, maintenant que je vous le dites, oui, il y a quelque chose, parce que dans tous les cas, on parle de la situation assez compliquée des jeunes femmes au Maroc, des femmes en général au Maroc, parce que le Maroc a fait en 2 générations une accélération au niveau des mœurs, des habitudes. Par exemple, les femmes travaillent maintenant. Enfin, pas toutes, mais beaucoup. On a fait une accélération, on a fait une évolution qui a pris 3 ou 4 siècles en Europe. Nous, on l'a fait en 2 générations, c'est-à-dire après la fin du protectorat jusqu'à aujourd'hui, 2-3 générations. Je pense que c'est intéressant de méditer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette accélération sociologique, en 3 générations, faire 3 siècles finalement. Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui mériterait de ne pas se perdre, par exemple une certaine conception des rapports humains, et ce qui mériterait effectivement d'être oublié, c'est-à-dire une certaine domination patriarcale. L'humour, en fait, ça vient naturellement, parce que moi, je raconte une histoire, et d'abord elle me fait rire moi. Parce que, je veux dire, les situations me font rire. Donc je les raconte de telle façon. Comme je suis en train de rire en écrivant, ça se voit. C'est-à-dire à l'arrivée, on rit. Mais en fait, souvent, c'est un humour de surface. Parce qu'au fond, ce ne sont pas des histoires drôles. Dans ce livre, il y a des histoires de Théo qui finit mal, Théo le marionnettiste. Il y a un garçon qui gâche tout. Ça s'appelle vraiment l'homme qui gâchait tout. Bon, on essaye de recouvrir ça d'humour, parce que sinon on peut pas vivre. On peut pas vivre. Un livre de philosophie, comme j'enseigne maintenant la philosophie des sciences, et je tombe de surprise en surprise à quel point on comprend mal dans ce pays. Enfin, je généralise, parce qu'il y a des gens qui comprennent ce que c'est que la science. C'est-à-dire, je crois qu'on n'a pas encore compris à quel point
la science ou les sciences en général sont fondamentales, sont centrales dans la vie qu'on mène. Et pour résoudre les problèmes qui se posent à nous, avec le réchauffement climatique par exemple, à quel point la science, les sciences les sciences de l'environnement par exemple, et tout ce qui est l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert, les choses comme ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Or, il me semble, et je suis toujours très étonné quand je constate cela, que la plupart des gens ne savent même pas quelle est l'importance de la science. J'enseigne la philosophie des sciences et je suis très étonné de voir qu'on ne s'en rend pas compte.